Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous conclurons Be'ezrat Hashem les halachot concernant la afrashat challah, le prélèvement de la challah, donc de la pâte. On avait vu la dernière fois les quantités de farine requises pour qu'il soit obligatoire de prélever la challah. On avait dit qu'on doit réciter la bracha à partir d'1 kilo, ça soit 60, en tenant compte du fait que le dirham pèse normalement 3 grammes. À partir de 1 kg 200, il serait bon de prélever sans bracha. Et on avait vu que d'après le Chazon Ish, d'après certains décisionnaires, on ne devrait prononcer la bracha qu'à partir de 2 kg 250, mais que cette coutume était moins répandue. Et quelle quantité de challah doit-on prélever de la pâte? La challah étant une terouma, la Torah n'a pas donné de quantité précise, n'a pas donné de pourcentage pour ce prélèvement. Donc ça voudrait dire que la moindre quantité prélevée et qui serait désignée comme terouma acquitte la pâte et la rend permise à la consommation. De la même manière que la terouma gdola, prélevée des récoltes, des productions agricoles, n'a pas de pourcentage fixé par la Torah. Là, ce qu'on appelle la terouma gdola, c'est le premier prélèvement et qui est donné au Kohen. Alors, à l'époque où la challah était donnée au Kohen, justement, donner une quantité minime à un Kohen ne serait pas respectueux. Donc, c'est pourquoi les chachamim, les sages, avaient fixé un pourcentage de la pâte à donner au Kohen pour un particulier, pour une maîtresse de maison. Eh bien, il fallait prélever 1/24e de la pâte pour donner au Kohen quelque chose de conséquent, même si une maîtresse de maison, ou même si quelqu'un chez lui devait pétrir la quantité minimale, le romer dont on parle dans la Torah, le kilo 560 de farine, même si c'est cette quantité qu'on devait pétrir, eh bien le Kohen recevait au moins quelque chose de respectable qui ferait un peu moins de 65 grammes de farine. Donc un petit pain qui a une certaine respectabilité. On lui donne pas un petit morceau un petit grissini, quoi. C'est pas respectable, effectivement. Donc les Chachamim avaient dit 1/24e de pâte pour le Kohen, pour les particuliers, et pour les boulangers qui produisaient de plus grandes quantités, eh bien 1/48e de la pâte, donc moitié moins, un pourcentage moitié moindre, devait être donné au Kohen. Maintenant, de nos jours, comme la trouma est interdite à la consommation, la terouma ne peut être consommée que si elle est pure, que si le Kohen est pur, et donc dans un état de pureté absolue, on ne peut pas consommer la terouma, et il n'y a pas de Kohen qui serait en mesure de consommer la terouma. Donc la terouma reste interdite à la consommation, on ne respecte plus les lois de pureté et d'impureté, par conséquent, on revient à la règle de base de la Torah, la règle d'origine, qui ne fixe pas de pourcentage, on ne prélève que pour autoriser la pâte à la consommation, et donc la moindre quantité de pâte suffit pour permettre la pâte. On veille quand même à prélever un minimum d'un kazaït étant un minimum consommable, peut-être pour se souvenir que c'était désigné à la consommation, c'était destiné à être mangé. Donc on prélève environ un kazaït, le volume d'une boîte allumette, plus ou moins. Alors, pour quel type de pâte doit-on prélever la challah? On avait mentionné le pasouk à l'origine de la mitzvah de la terouma dans notre précédente vidéo, Ba'acholchem milechem haaretz, quand vous mangerez du pain de la terre. On avait dit que le pain de la terre, d'Eretz Israël, au moment où il allait remplacer la manne, eh bien c'est là que la mitzvah, l'obligation de Hafrashat Challah, allait commencer. Donc, la mitzvah de challah concerne donc la pâte qui va produire du pain, quelque chose qui s'appelle du pain. Donc c'est une pâte consistante et qui a une certaine épaisseur, ce qu'on appelle blila hava, d'accord, c'est ce qui demande à être pétri, et le pain est cuit soit au four, soit sur une tôle, soit sur une poêle avec peu d'huile, hein, la pâte ne trempe pas, ne baigne pas dans l'huile. Il y a un peu d'huile pour éviter l'adhésion et l'adhérence, et le four, donc une poêle ou un four, ce sont les deux méthodes de cuisson d'un pain.
Si on pétrit du pain qu'on destine à être cuit au four ou à la poêle avec peu d'huile, eh bien dans ces deux cas-là, on va pétrir du pain. Et par conséquent, le passouk de Ba'acholchem milechem haaretz s'applique et on devra en prélever la chala. Cela dit, même si cette pâte est mélangée avec des pépites de chocolat, de l'huile, de la margarine, du sucre, même si ce sont des brioches que l'on fabrique, même si ce sont des gâteaux, étant donné que c'est une pâte que l'on va enfourner, eh bien, l'obligation de prélèvement de la chala s'applique. L'essentiel, c'est surtout le mode de cuisson, comment on va produire ce pain. Si on ne mélange de la farine qu'avec du pur jus de fruits, il y a un doute concernant la bracha. Maintenant, la question se pose rarement dans une cuisine, voire même dans une boulangerie. Ça ne concernerait que les gâteaux à l'orange de Pessah qui sont fabriqués pour la matzah ashira. Donc dans ces cas-là, effectivement, il y a un doute sur la bracha, sur le prélèvement de la chala. On ne prélèverait que sans bracha. Mais si on prépare de la brioche et qu'avec de l'eau, on incorpore de l'huile, du jus de fruits, du sucre, etc., des œufs, pour adoucir la pâte, eh bien, on continue à prélever la chala avec bracha, sans aucun doute. Ça s'appelle du pain. Et si vous avez l'occasion de revoir nos vidéos sur le pain mésonote, on verra, vous y entendrez que si on consomme de la brioche dans une certaine quantité, eh bien qu'on fixe un repas avec ces aliments, eh bien on doit réciter Hamotzi et Birkat Hamazon. Donc dans l'absolu, c'est du pain, c'est ce qu'on appelle du pain qui s'anime, du pain d'Anka. Mais quand ça devient un repas, ça devient du véritable pain, et donc ça justifie qu'on prélève la chala avec bracha. Alors si la préparation est liquide et qu'on prépare des blinis, des crêpes ou des gaufres, là, il n'y a aucune obligation de chala, ça ne s'appelle pas du pain. C'est pas milechem haaretz. C'est pas du pain. Ça n'a pas l'aspect du pain. Ça n'a pas la préparation. La préparation n'est pas celle du pain. C'est ce qu'on appelle un maaseh kedera, un plat de céréales. Par ailleurs, même si on en mange de grandes quantités, on ne récite pas la bracha de Hamotzi et de Birkat Hamazon. Ça restera du mésonote. Ça restera un plat, à base de céréales. Donc, il n'y a pas d'obligation de prélever la chala d'une pâte à crêpes ou d'une pâte à gaufres. La question pourrait se poser si l'épaisseur du blini commence à dépasser les 8 mm. Là, ça commence à ressembler à du pain. On peut dire que ça commence à avoir ce qu'on appelle tsurat lechem, l'aspect du pain, ou bien si la crêpe ou le blini en question ne se cuit pas en quelques secondes, mais en quelques minutes. Alors là, ça commence à devenir une afia, ça commence à devenir une cuisson qui est propre au pain. Et bien là, effectivement, la question du prélèvement de la chala va se poser, donc il faudra prélever sans bracha si on en fait des quantités suffisantes, si on fabrique de ce genre de blini ou de ce genre de pain sans pétra, on va dire, si on en prépare avec la quantité requise, c'est-à-dire un peu plus d'1,5 kg de farine, eh bien là, il faudra prélever la chala avec bracha. Et il faut préciser que il y a une différence entre Eretz Israël et Chutz Laaretz, c'est que en Chutz Laaretz, on peut prélever la chala même si les pains sont éparpillés, ne sont pas tous au même endroit. Par contre, en Eretz Israël, où la mitzvah de Teruma est un peu plus importante, dans l'absolu, la mitzvah de la Torah, c'est seulement en Eretz Israël, on ne doit prélever cette Teruma, cette chala, que, comme le disent les Chachamim, min hamukaf, que quand les pains sont à proximité. Donc ça veut dire que il faut que l'ensemble des pains concernés par l'obligation soient réunis dans un seul panier, dans un seul récipient, et à ce moment-là, il y a obligation de chala, et c'est de cette façon-là, en tout cas, qu'on doit prélever la chala en Eretz Israël. On ne peut pas être dans, par exemple, quelqu'un qui est mashgiach d'une usine, en Eretz Israël, il peut pas prélever dans un endroit la chala pour l'ensemble des pains de l'usine, alors qu'en Chutz Laaretz, on a le droit de le faire. On peut prélever shelo mina mukaf, même quand les pains concernés ne sont pas à proximité. Par contre, quand vous êtes en Eretz Israël et que vous prélevez la chala, on doit prélever min hamukaf. Alors la question se poserait pour ces pains-là, ces pains sans pétrin qu'on doit réunir pour pouvoir prélever la chala, parce qu'on ne pourrait pas prélever la chala avant, c'est encore liquide, on doit prélever la chala après la cuisson. Donc on rassemble les pains après la cuisson dans un grand panier, et là on peut
prélever la chala, mais sans bracha, puisque il y a un doute du fait que la pâte était très liquide et on ne sait pas si on peut commencer à parler de tsurat lechem. Les cakes qui ont dont la préparation est liquide d'abord et qui sont enfournés sont aussi concernés par le prélèvement de la chala. Et là aussi, on devrait prélever après la cuisson. Donc c'est rare qu'on prépare beaucoup de cakes avec 1,5 kg de farine, hein, qu'il faut en préparer une certaine quantité, mais si c'est le cas, si on prélève beaucoup de cakes avec plus d'1,5 kg de farine, 1,560 kg exactement, eh bien à ce moment-là, on devra prélever après la cuisson une tranche de cake sur tous les cakes qu'on aura cuisinés et on acquitte ainsi l'ensemble de la préparation. Alors, encore une fois, là aussi, en Eretz Israël, il faudra réunir tous les cakes dans un seul panier pour pouvoir prélever, comme on le dit, min hamukaf, des cakes qui sont rassemblés. Si on prépare des beignets, c'est-à-dire qu'on prépare une pâte épaisse, mais cuite, qu'on va cuire à la poêle dans de l'huile profonde. Étant donné qu'on ne les cuit pas comme du pain, eh bien, il y a un doute au sujet des beignets. Est-ce que c'est du pain? Est-ce qu'il y a tsurat lechem? Ou bien est-ce que c'est ce que l'on appelle un maaseh kedera, un plat à base de céréales, comme les crêpes ou comme la dafina, que sais-je, des plats à base de céréales, comme le couscous. C'est pour cela que la halacha, quand on en consomme en général, on s'appuie sur les décisionnaires qui pensent que c'est ce qu'on appelle un maaseh kedera. C'est un plat à base de céréales, même si on en prend de grandes quantités. On ne dit pas hamotzi et on ne dit pas non plus birkat hamazon, même si on mange des grandes quantités de beignets, comme ça peut être le cas à Hanouka par exemple. Eh bien, du fait qu'il y a un doute, on maintient borimine mezonot et à la mirya et à la kalkala quand on termine. Par contre, étant donné qu'il y a un doute concernant la chala, le prélèvement de la chala, c'est peut-être que c'est du pain. Après tout, la pâte est épaisse. Étant donné qu'il y a un doute à ce sujet, on devra prélever la chala sans bracha de cette pâte, quand on sait qu'on va bien entendu en faire des beignets. Alors, la question peut se poser si on prépare une pâte à pain et qu'ensuite on décide d'en faire des beignets ou l'inverse. Dans tout ce genre de cas où effectivement il y a un doute, la bracha aussi ne sera pas récitée. Hein. La question se pose en tout cas. Pour une pâte à beignets liquide, il n'y a aucune obligation de prélever la chala, c'est un petit peu comme les crêpes. La pâte est liquide, le mode de cuisson n'est pas propre au pain, et donc le pasuk ba'acholchem milechem haaretz ne s'applique pas, c'est pas lechem, ce n'est pas du pain, et donc il n'y a pas de prélèvement de la bracha. Concernant le texte de cette fameuse bracha, donc on a de la pâte à pain, qu'on va enfourner, on va faire des brioches, on va faire des chalotes. Donc il y a obligation de bracha, la quantité de farinier, on va prélever la bracha. Comment ça se passe? Eh bien, une fois qu'on a pétri le mélange, on doit s'apprêter à dire la bracha. On récite Ba'uchata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemizotav vetzivanu leafrish chala. Ça c'est le texte qui est rapporté par le Rama et c'est le Minhag Ashkenaz qui est rapporté par le Aruch HaShulchan, le Rav Epstein. Il y a certains décisionnaires qui pensent qu'il faut plutôt dire les afrish teruma, c'est ce que rapporte le Rav Yosef Karo dans le Shulchan Aruch. On peut dire oui, mais là, hein, on ne sent pas que c'est cette teruma de la pâte en particulier, c'est teruma, mais il y a aussi la teruma des produits agricoles. Alors, de quel teruma tu parles? Et c'est pour ça qu'il y a certains décisionnaires, comme le Rashbar, Rabbi Shlomo Ben Aderet, qui recommandent de dire teruma minaïsa, teruma de la pâte, comme ça on sait de quel teruma il s'agit. Et donc la bracha la plus complète serait les afrish chala teruma minaïsa. Chez les Sfaradim, on a plutôt tendance à dire les afrish chala teruma, et parfois certaines rajoutent minaïsa. Quand vous dites les afrish chala teruma minaïsa, vous avez dit la bracha avec toutes les options, on va dire c'est la bracha la plus complète en termes de nosar. Maintenant, toutes les versions se valent et on est quitte qu'on ait dit les afrish chala, ou qu'on ait dit les afrish teruma, ou les afrish chala teruma, ou les afrish chala teruma minaïsa. Dans tous les cas, on a récité une bracha qui est valable. Maintenant, encore une fois, le texte le plus complet, c'est celui qui satisfait le plus d'opinions dans les décisionnaires. Une fois qu'on a récité cette bracha, donc on prélève, on avait dit qu'on a l'habitude de prélever
le volume environ d'un kazaït, et on dit, on doit déclarer harizo chala, ceci est la chala donc de cette pâte. Une fois que la chala est prélevée, eh bien il faut la brûler, et on peut la faire brûler dans un four avant de cuire les chalotes. Si on n'a pas dit harizo chala, si on n'a pas désigné explicitement la chala reste valable et la pâte est permise. C'est pas parce qu'on a oublié de dire harizo chala que le monde s'écroule. Après tout, on avait l'intention de prélever, on l'a pas fait pour rien ce prélèvement, donc évidemment qu'on avait l'intention de désigner ce morceau comme étant la chala, mais seulement c'est toujours mieux de le dire explicitement, harizo chala, ceci est la chala. Donc une fois qu'on a désigné cette chala, on doit la détruire en la brûlant, c'est ce qui se fait. On peut la brûler sur la gazinière, on peut la brûler dans le four quand on le préchauffe par exemple avant d'y enfourner les chalotes. Et bien entendu, ça ne va pas interdire le four. Bon, il vaut mieux le poser sur le fond du four que sur les plaques, évidemment, parce que ça reste quand même un pain qui est interdit. Il ne doit pas être consommé. Si on a brûlé cette chala en même temps qu'on a fait cuire les chalotes, bediavad, si ça a été fait ainsi, ça n'interdit pas le pain. Tout d'abord, la seule question qui se poserait n'est pas un problème de tam, un problème de goût, mais un problème d'odeur. Peut-être que l'odeur de la petite boule de challah, elle va bonifier, on va dire, le pain qui est permis, lui est autorisé. La question peut se poser. Est-ce que recha miltahi, est-ce que l'odeur, c'est quelque chose dont on doit tenir compte, ou recha lav miltahi, ou l'odeur, ce n'est pas quelque chose dont on doit tenir compte. Alors dans les halachot de Issour Veheter, quand on a du non kasher qui cuit avec du kasher et qu'il n'y a pas de vapeur, il y a uniquement l'odeur. Les khatrila, on doit pas le faire, c'est interdit, mais bediavad, le plat n'est pas interdit. Donc si on a cuit cette chala avec des chalotes qui elles sont permises et que la chala elle brûlée à côté, recha lav miltaï, bediavad recha lav miltaï, c'était pas un problème. Et encore, et ici c'est encore plus permis parce que déjà c'est un interdit des rabbanan. On a dit que la chala de nos jours c'est un interdit des rabbanan. Quand on a un doute sur quelque chose qui est des rabbanan, on est déjà plus permissif. Et enfin, la notion de recha, d'odeur, pour du pain, certains décisionnaires pensent qu'elle n'existe pas. Elle existe quand on fait cuire une viande, quand on fait cuire un produit interdit et qui a une odeur plus forte, mais du pain interdit pour du pain permis, dire que recha lav miltaï, c'est l'objet d'une marloquette, donc c'est une raison de plus pour se montrer permissif à ce sujet. Certains prennent le soin d'envelopper la chala ou de la dénaturer. C'est sûr qu'en Eretz Israël, où la chala est plus, on va dire, plus obligatoire, entre guillemets, puisque c'est là-bas que la mitzvah d'origine doit s'effectuer, on doit se montrer un peu plus strict. Mais, dans l'absolu, même en Eretz Israël, en général, on a tendance à être permissif à ce sujet. Alors, si on ne peut pas la brûler, cette chala, est-ce qu'on a le droit d'en faire autre chose? Est-ce qu'on a le droit de la jeter? Alors, on peut, au lieu de la brûler, la jeter, mais il faut comprendre que c'est un objet de mitzvah. Ce morceau de challah a une gdusha, a une sainteté. À l'origine, il était consommé en état de pureté par le Kohen. Donc, on peut pas le jeter comme ça au milieu des ordures. Il faut l'envelopper au moins à 2 reprises pour qu'il ne soit pas méprisé comme ça, jeté directement parmi les détritus. Ce serait un manque de respect pour la mitzvah. Donc, on l'enveloppe 2 fois et à ce moment-là, on peut le jeter à la poubelle. Même chose, si la chala est déjà entièrement brûlée et n'est plus consommable, eh bien, la mitzvah a été effectuée. Là, on a effectué toute la mitzvah avec cette chala et les cendres peuvent être jetées sans aucun problème. Alors, dans l'absolu, la mitzvah de chala concerne aussi bien les hommes que les femmes. On a du pain, on veut manger du pain, eh bien, la chala doit être prélevée. Donc, un homme qui se prépare du pain chez lui aussi doit prélever la chala. C'est vrai que dans un foyer, c'est le plus souvent la maîtresse de maison qui prend soin de prélever la chala. Déjà, c'est plus souvent elle qui prépare le pain. Et il y a aussi une raison midrashique à cela. La afrashat chala étant une forme de réparation de la faute de Chava, de la faute de Chava, la première femme de l'humanité, qui, en encourageant Adam à consommer le fruit de l'arbre de la connaissance, l'a perdu. Elle a perdu Adam Harishon, et donc les femmes qui prélèvent la chala, eh bien réparent cette faute-là. Adam Harishon était l'essentiel de ce monde, c'était lui la chala du monde, en quelque sorte la partie spirituelle de la création de l'univers.
Donc, et la créature qui donnait du sens à l'univers, en prélevant la chala, on répare cette erreur. Puisque Adam Arishon, qui lui donnait du sens à l'univers, a été perdu par la faute de Chava, eh bien, en donnant du sens à la pâte, à cette pâte qu'on est en train de pétrir, en prélevant la chala, eh bien, on redonne du sens, entre guillemets, à l'univers, on redonne du sens au pain qui fait la vie de l'homme, qui lo alechem velechem levavenosh israd. Donc, c'est une réparation de la faute de Chava. Par conséquent, ce sont plutôt les femmes qui ont tendance à réaliser cette mitzvah. D'ailleurs, c'est une très grande chose que de pétrir soi-même ses chalotes chez soi pour Shabbat. Ça permet justement de réaliser cette mitzvah et ça donne une autre dimension au Shabbat. Quand on consomme à la table de Shabbat des chalotes prélevées à la maison sur lesquelles on a réalisé cette mitzvah de chala, ça n'a pas le même impact. C'est pas du tout la même seuda que celle qu'on ferait en achetant des chalotes dans le commerce. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut pas acheter des chalotes dans le commerce, qu'on peut pas avoir bénéficié de ce confort, mais c'est quand même beaucoup mieux de faire ses chalotes soi-même. On a l'habitude, quand on prélève la chala en plus, de donner de la tzedaka, de prier, et il faut se rappeler de ce qu'on a dit dans notre première vidéo. La frachat chala, c'est quand même une mitzvah qui est porteuse d'espoir. C'est une mitzvah qui a été donnée au Ham Israël alors qu'ils avaient entendu le pire décret alors qu'ils venaient de sortir d'Égypte. Ils savaient que toute une génération allait mourir dans le désert, et on leur dit quand même, ne vous inquiétez pas, vous rentrerez en Eretz Israël, vous mangerez du pain de la terre, et là vous prélèverez la chala. De même, quand les Chachamim ont institué de prélever la chala, même en Chutz Laaretz, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Il faut pas qu'on oublie la chala, parce qu'un jour, on reviendra, on retournera en Eretz Israël, on mangera du pain de la terre, et donc on réalisera cette mitzvah de la Torah. Par conséquent, même en Chutz Laaretz, on doit le faire. Donc la frachat chala, c'est une mitzvah qui est porteuse d'un grand espoir, une grande tikva. C'est vraiment l'occasion de montrer notre émouna. On manifeste notre émouna en prélevant la chala. C'est pour ça que les tfilotes qu'on dit à cette occasion sont encore plus puissantes, encore plus peuvent être dites avec encore plus de conviction, et fasse qu'elles soient toutes écoutées, Bezrat Hashem. Donc on aura dit l'essentiel des mitzvot concernant la frachat chala. Si vous avez des questions à ce sujet, je vous encourage à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp, et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.